Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre journal sur Radio Afrique Unie, l'actualité régionale et internationale, la politique, sécurité, économie, société, culture et initiatives qui font avancer l'Afrique, c'est ici. Radio Afrique Unie, le journal Jimmy Choukrani. Au sommaire de ce journal, en République du Congo, publication des résultats provisoires du scrutin de mars 2026. Sans surprise, selon les chiffres publiés par le ministère de l'Intérieur, le président sortant Denis Sassou Nguesso arrive très largement en tête avec 94% des suffrages, mais l'opposition rejette les résultats. Anki Kala, le directeur local de campagne du candidat de la majorité présidentielle, le ministre Fila, a fait bourrer les urnes. Malgré cela, nous les avons battus à Kinkala et dans le pôle. En République démocratique du Congo, alors que les violences et déplacements se poursuivent dans la partie est du pays, les Nations Unies lance un appel pressant pour sécuriser l'accès des acteurs humanitaires aux populations affectées. En réitérant également l'importance du respect du droit international humanitaire, du respect de l'espace humanitaire pour que les nombreuses organisations humanitaires congolaises et internationales qui travaillent ici à Goma et dans les territoires aux alentours puissent avoir accès aux très nombreuses personnes qui sont dans le besoin, qui font face à des besoins quotidiens, surtout les besoins d'urgence, les nombreuses personnes déplacées. En économie, plusieurs pays africains prennent des mesures pour protéger leurs citoyens face aux tensions sur le marché et aux pénuries du carburant. Le président zambien Hakainde Hichilema tire la sonnette d'alarme face à une possible manipulation du marché du carburant dans son pays. The issue now with the war around holding, let's be specific. La situation actuelle concernant la rétention du carburant est inacceptable. Tous ceux qui vivent et font des affaires ici doivent comprendre que nous ne pouvons pas tolérer qu'il y ait du carburant disponible, tandis que certains empêchent la distribution dans l'espoir d'une hausse des prix afin d'en tirer profit. C'est du sabotage. Et c'est tout pour les sommaires de ce journal. Bienvenue dans les détails, un journal à suivre sur notre chaîne YouTube Afrique Unie Radio Français. Restez avec nous pour un tour d'horizon complet et précis de l'actualité sur Radio Afrique Unie. En République du Congo, les résultats provisoires de l'élection présidentielle des 15 mars 2026 viennent d'être annoncés. 2 jours après le vote général, le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation Raymond Zéphirine-Boulou a annoncé ce mardi 17 mars la publication des premières tendances officielles. Sans surprise pour de nombreux observateurs, le président sortant Denis Sassou Nguesso arrive largement en tête avec 94,82% des suffrages exprimés. Derrière lui, Mabio Mavungu occupe la 2e position, suivi de Dave Mafula, Destin Gavé, Joseph Kinyombi, Vivien Manangou et enfin Angios Ongabé. Aucun autre candidat, à l'exception du chef de l'État sortant, ne franchit la barre des 2%. Du côté du camp présidentiel, la satisfaction est de mise. Anatole Koliné Makosso, directeur national adjoint de campagne du candidat Denis Sassou Nguesso, salue une victoire qu'il juge largement méritée. Je ne peux que remercier le peuple congolais, après avoir bien entendu témoigné mon admiration au candidat président réélu pour cette grande victoire que lui a donné le peuple congolais, que je remercie, étais-je en train de dire, pour avoir tenu parole. Dans l'opposition, les réactions sont plus critiques. Le plus jeune candidat, Destin Gavé, dénonce un scrutin marqué, selon lui, par des irrégularités graves et des pratiques assimilées à un trafic d'influence. L'élection présidentielle, scrutin des 12 et 15 mars 2026, s'est déroulée dans un climat entaché de plusieurs irrégularités, à savoir 1. Les appels téléphoniques, les SMS, y compris Internet, ont été coupés au petit matin, le jour même du scrutin, pour empêcher les états-majors des candidats
à communiquer avec les équipes locales de supervision de l'élection et les différents délégués déployés dans les bureaux de vote. 2. Plusieurs de nos délégués ont été empêchés d'accéder dans les bureaux de vote. D'autres ont eu d'énormes difficultés à y accéder. Ils étaient en incapacité de contacter les superviseurs locaux. 3. Les délégués ayant accédé dans les bureaux de vote, certains ont subi des menaces de mort et n'ont pas pu retirer les procès-verbaux à l'issue du scrutin. 4. Il a été également relevé les votes par procuration de manière abusive, violant ainsi l'article 96 de la loi électorale. On a noté jusqu'à 40, 50 procurations pour une seule personne. 5. Il a été constaté aussi le vote par des mineurs détenant des cartes d'électeurs des personnes très âgées et des personnes décédées. 6. Dans plusieurs centres de vote, des propositions d'argent ont été faites à l'endroit des membres des bureaux de vote afin que ces derniers bourrent les urnes. Cela s'est matérialisé dans certains endroits, mais catégoriquement refusé dans d'autres endroits. 7. Les procurations ont été signées par les directeurs locaux de campagne du candidat Denis Sassou Nguesso, en lieu et place des maires de communautés urbaines et les sous-préfets. 8. Après que nous ayons battu le candidat Denis Sassou Nguesso à Mongoulou Sud, le sous-préfet a contacté notre directeur de campagne pour lui proférer des menaces de mort. 9. À Mosenjo, après avoir constaté leur défaite, 6 000 voix contre 2 000 pour le candidat Sassou Nguesso, les cadres de la majorité présidentielle ont menacé d'expulser de la ville certains membres de nos équipes. 10. Les appels téléphoniques, les SMS et Internet ont été coupés expressément afin de permettre aux équipes locales d'organisation de l'élection de modifier les résultats issus des urnes transcrits sur les procès-verbaux cas de Mongoulou Sud. 11. À Nkinkala, le directeur local de campagne du candidat de la majorité présidentielle, le ministre Fila, a fait bourrer les urnes. Malgré cela, nous les avons battus à Kinkala et dans le pôle. À ce stade, il est le seul opposant à s'être exprimé publiquement sur ces résultats publiés dans un contexte particulier, marqué notamment par une coupure des communications téléphoniques, des SMS et d'Internet sur l'ensemble du territoire. Ces résultats provisoires doivent encore être validés dans les prochains jours par la juridiction compétente. Depuis Brazzaville, Anicette Ngakoso, Radio Afrique Unie. En République démocratique du Congo, la situation humanitaire dans l'est du pays reste préoccupante. Depuis lundi 16 mars 2026, Bruno Le Marquis, coordonnateur résident et humanitaire, est en mission à Goma. Il a lancé un appel à tous les acteurs sur place de garantir le respect de l'espace humanitaire et permettre aux organisations d'accéder aux populations vulnérables. Dans un contexte marqué par des violences persistantes et des déplacements massifs des civils, cette visite met en lumière les défis auxquels font face les acteurs humanitaires pour atteindre les communautés plus fragiles. Bruno Le Marquis, c'est dans ce propos. On a parlé de la situation des personnes en grande vulnérabilité à l'est de la République démocratique du Congo, de la manière dont les acteurs humanitaires travaillent avec les autorités ici à Goma, les autorités de fait, sur un certain nombre de sujets, en réitérant également l'importance du respect du droit international humanitaire, du respect de l'espace humanitaire pour que les nombreuses organisations humanitaires congolaises et internationales qui travaillent
ici à Goma et dans les territoires aux alentours, puissent avoir accès aux personnes, aux très nombreuses personnes qui sont dans le besoin, qui font face à des besoins quotidiens, surtout les besoins d'urgence, les nombreuses personnes déplacées ou toutes les personnes qui sont retournées chez elles mais qui font toujours face à des hauts niveaux de vulnérabilité. Donc c'est très important qu'il y ait un dialogue sur ces questions, un dialogue apolitique, puisque l'aide humanitaire ne vise qu'à une seule chose, c'est apporter une assistance aux personnes les plus vulnérables. Il y a un mécanisme en place maintenant qui fonctionne. On a parlé de comment l'améliorer. Voilà, c'était en gros, c'est ça. J'ai aussi briefé sur la situation des financements humanitaires. Comme vous le savez peut-être, il y a eu une crise mondiale qui touche la RDC, mais également tous les pays du monde, par rapport aux coupures budgétaires très importantes et qui se sont passées dans un laps de temps extrêmement court. De très nombreux partenaires, bailleurs de fonds internationaux ont réduit leur assistance humanitaire et la RDC a été un des pays les plus touchés au monde par ces coupures. Donc ça affecte également la capacité de nos collègues ici, organisations nationales, organisations internationales, à apporter de l'assistance. Donc il faut aussi, c'était aussi une autre partie de la discussion, il faut aussi changer d'approche. Dès que les besoins d'urgence sont terminés, il faut changer d'approche et aller plus vers ce qu'on appelle la résilience, ou bien ce qu'on appelle le relèvement précoce, c'est-à-dire aider les familles, aider les communautés vulnérables, aider les familles à reprendre leurs activités économiques, à pouvoir avoir accès aux services sociaux de base, à reprendre leur vie normale. Donc l'aide humanitaire quand elle est absolument nécessaire, mais sinon il faut aider les communautés à se remettre sur pied. Et on sait que dans les zones, ici il y a de très nombreuses, des millions de personnes qui sont retournées dans leur zone d'origine ou qui ont été redéplacées. Donc ces personnes ont des besoins très importants auxquels il faut répondre. Radio Afrique Unie, le journal Jimmy Choukrani. Toujours en République démocratique du Congo, les députés ituriens tirent la sonnette d'alarme face à la recrudescence des violences dans les territoires de Mambasa, à l'est de la RDC. Réunis à Kinshasa, ils dénoncent les attaques meurtrières des rebelles de Zadef Nalou et alertent sur une situation humanitaire alarmante avec des civils tués, des villages désertés. Les parlementaires annoncent les démarches auprès des autorités militaires et politiques pour restaurer la sécurité et appellent les forces armées à intervenir rapidement. Sur le terrain, la population vit toujours dans la peur. Suivez ce reportage. Le président du caucus, Pichu Iribi, a décrit un contexte humanitaire de plus en plus préoccupant. Depuis une semaine, les territoires de Mambasa est la cible d'attaques répétées des forces négatives à Defnalou. Ces assauts sèment la terreur au sein des communautés locales, a-t-il affirmé. Il a évoqué des massacres à ciel ouvert, faisant état de plusieurs civils tués et de nombreux habitants contraints de fuir les villages, souvent sans assistance ni protection. Face à cette tragédie, les députés ituriens ont exprimé leur solidarité avec les populations affectées et lancé un appel pressant aux forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, pour intensifier leurs opérations afin de restaurer la sécurité. Nous exprimons toute notre compassion, mais nous appelons également nos forces armées à prendre les mesures appropriées, a souligné Pichu Iribi. Au-delà des déclarations, les parlementaires ont annoncé des démarches concrètes pour obtenir des solutions rapides. Un agenda de plaidoyer a été établi, incluant plusieurs rencontres avec les autorités politico-militaires, notamment le vice-premier ministre chargé de la Défense, les chefs d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo et d'autres responsables sécuritaires. L'objectif, mettre fin à l'insécurité à Mambasa de manière urgente et efficace. Malgré ces initiatives, la population locale continue de vivre dans la crainte. Les élus promettent de suivre de près l'évolution de la situation et de maintenir la pression sur les autorités compétentes, tandis que les habitants espèrent des actions rapides pour mettre un terme aux exactions et rétablir la paix dans cette région de l'Est de la République démocratique du Congo.
Je vous l'ai dit au sommaire, le président zambien Hakainde Hichilema tire la sonnette d'alarme face à une possible manipulation du marché du carburant dans son pays. Il accuse certaines compagnies pétrolières de retenir volontairement les stocks pour provoquer des pénuries et faire grimper le prix, une pratique qu'il qualifie de sabotage. Reportage Elisabeth Hassan. Alors que l'incertitude grandit sur les marchés mondiaux du pétrole en raison des tensions au Moyen-Orient, le gouvernement zambien a commencé à prendre des mesures pour protéger son économie à travers des réformes ciblées dans le secteur des carburants. Face à ces pressions extérieures, le gouvernement zambien dit avoir engagé des réformes ciblées pour stabiliser le secteur énergétique et protéger l'économie nationale. Le président Hichilema a dénoncé ces pratiques spéculatives visant à retarder la distribution dans l'espoir d'une hausse des prix. The issue now with the war around holding, let's be specific. La situation actuelle concernant la rétention du carburant est inacceptable. Tous ceux qui vivent et font des affaires ici doivent comprendre que nous ne pouvons pas tolérer qu'il y ait du carburant disponible, tandis que certains empêchent la distribution dans l'espoir d'une hausse des prix afin d'en tirer profit. C'est du sabotage. De son côté, le ministre de l'Énergie, Makoso Chikote, a assuré que les autorités surveillent de près les réserves stratégiques et travaillent à garantir un approvisionnement stable malgré les perturbations internationales. Monsieur le Président, les solutions alternatives pour l'approvisionnement en carburant ne peuvent pas réussir que si nous nous mettons tous d'accord et travaillons ensemble. C'est pourquoi notre équipe est présente ici après avoir travaillé en étroite collaboration. Les opérateurs du secteur pétrolier connaissent eux aussi la complexité de la situation. Le vice-président de l'Association nationale des distributeurs de pétrole, Pinchi Simukwai, estime que l'ampleur de la crise dépasse les capacités d'action du gouvernement seul. La situation actuelle dépasse la capacité du gouvernement à la gérer seul. C'est pourquoi nous sommes ici, non seulement pour participer à la réunion, mais aussi pour déposer des idées et des solutions sur la manière de collaborer afin de faire face ensemble à ce défi. Ces mesures interviennent alors que de nombreux pays à travers le monde sont confrontés aux perturbations de l'approvisionnement en carburant, ce qui accentue la pression sur les économies dépendantes des importations d'énergie. Merci Elisabeth Hassan pour ce reportage. À l'hôpital El Marouf aux Comores, la tension monte depuis 10 jours. 308 médecins, infirmiers, sages-femmes sont en grève réclamant des salaires dignes, des primes de garde et la couverture de l'air mutuelle. Les services fonctionnent au ralenti, certains patients attendent des soins essentiels et la direction reste fermée sur les salaires malgré les réquisitions judiciaires. Une crise qui illustrerait la fragilité du système de santé comorien. Adabi Natija, reportage. Devant les urgences de l'établissement hospitalier de référence nationale, l'heure n'est pas aux soins, mais au rassemblement. Parmi les grévistes, des visages d'hommes et femmes en blouse blanche, fatigués de travailler des jours et des nuits sans considération. Des médecins qui, après 7 ou 10 ans d'études, rentrent chez eux avec un salaire qui peine à couvrir le loyer. 200 € pour un généraliste, 300 pour un spécialiste et 112 € pour les infirmiers, sages-femmes et techniciens. Le problème qui se pose, c'est le statut de contractuel à travail égal. Le salaire n'est pas le même que pour les fonctionnaires de l'État, avec des primes de garde ne pouvant pas payer un sandwich. Une situation que les greffistes qualifient d'insultante. 3 €, c'est ce que perçoit un aide-soignant pour une nuit de veille, 6 € pour un infirmier, sage-femme et technicien. Face à la résistance observée par le personnel de santé en grève, vendredi 13 mars dernier, la direction de l'hôpital pensait calmer les contractuels. Elle a publié un communiqué annonçant que la mutuelle de santé allait désormais passer de 50 à 75% la prise en charge, ainsi que l'augmentation des primes de garde de quelques euros. Pour un infirmier spécialisé, on passe désormais de 7 à 11 € la nuit.
Pour un médecin généraliste, les primes de garde passent de 12 à 15 euros et pour une aide-soignante, de 3 à 6 euros. Mais pour les grévistes, le compte n'y est pas. Selon eux, augmenter les primes sans toucher au salaire de base, c'est mettre un pansement sur une fracture encore ouverte. Au cours de la semaine dernière, le ton a changé. La situation est passée du dialogue des sourds à la pression frontale. D'abord, une mise en demeure menaçant de licenciement, puis l'entrée en scène de la justice à travers une première rencontre avec le procureur général le mardi, qui a tenté une médiation religieuse allant jusqu'à suggérer de suspendre la grève par respect pour le mois de Ramadan. Une approche que le comité du personnel de santé de l'hôpital voit en elle une manœuvre pour briser le mouvement. La procureure de la République ne tardera pas à procéder à une réquisition des soignants qui ne sera toutefois pas respectée par le personnel en grève qui dénonce d'ailleurs des stratégies de pression. Pour casser la grève, la direction de l'hôpital n'est pas restée bras croisés. Elle a activé un plan B qui consiste à recruter des stagiaires majoritairement jeunes et dont certains sont encore sur les bancs de l'école de médecine. Depuis le rentrée en grève, le service minimum continue, mais dans une ambiance pas des traits habituelle. Les allers-retours des infirmiers qui animaient les lieux ont cédé la place aux plaintes des patients contraints d'attendre des heures pour un simple changement de perfusion. Ces quelques 308 contractuels attendent que les autorités compétentes, notamment le ministère de la Santé, interviennent pour mettre fin à la grève. Sinon, ils estiment que l'heure est venue de se réorienter vers d'autres secteurs. Depuis Comores, Adabi, Swalihi Natija pour Radio Afrique Unie. Et le gouvernement sénégalais a exprimé mercredi 18 mars 2026 sa vive consternation à la suite de la décision du jury d'appel de la Confédération africaine de football, CAF, de retirer à l'équipe nationale son titre de champion d'Afrique 2025 pour l'attribuer au Maroc. Cette annonce provoque une onde de choc au Sénégal et relance le débat sur la gouvernance du football africain. Suivez ce récit d'Espoir Malamira. Dans un communiqué officiel au ton particulièrement ferme, les autorités de Dakar qualifient cette décision d'inédite et d'une gravité exceptionnelle. Elles estiment qu'elle constitue une remise en cause sans précédent d'un résultat sportif acquis sur le terrain à l'issue d'une compétition disputée selon les règles en vigueur. Le gouvernement sénégalais insiste sur le fait que cette décision porterait atteinte aux principes fondamentaux de l'éthique sportive, notamment l'équité, la loyauté et le respect du verdict du juge. Pour Dakar, la remise en cause d'un titre déjà attribué fragilise non seulement l'intégrité des compétitions, mais également la confiance des joueurs, des supporters et des partenaires dans les institutions sportives africaines. Sur le plan juridique, les autorités dénoncent une interprétation manifestement erronée des règlements de la CAF. Elles qualifient la décision de grossièrement illégale et profondément injuste, suggérant que les procédures ayant conduit à ces verdicts pourraient ne pas avoir respecté les standards internationaux en matière de justice sportive. Cette critique ouvre la voie à une bataille juridique potentiellement longue et complexe. Le Sénégal rejette ainsi sans ambiguïté toute tentative de remise en cause du mérite sportif de son équipe nationale. Cette prise de position vise également à protéger l'image des Lions de la Teranga, dont le parcours lors de la CAN 2025 avait été salué tant au niveau continental qu'international. Au-delà de la contestation politique, Dakar annonce son intention d'utiliser toutes les voies de recours possibles, y compris devant les juridictions internationales compétentes. Parmi celles-ci, le tribunal arbitral du sport pourrait être saisi dans les prochains jours. Une telle procédure pourrait suspendre les effets de la décision de la CAF en attendant un jugement définitif, prolongeant ainsi l'incertitude autour du titre. Dans le même temps, le gouvernement sénégalais appelle à l'ouverture d'une enquête internationale indépendante. Il évoque des soupçons de corruption au sein des instances dirigeantes de la CAF. Sans toutefois fournir des détails précis à ce stade, cette demande traduit une défiance croissante envers la gouvernance du football africain et pourrait accentuer les tensions
entre certaines fédérations nationales et l'instance continentale. Cette affaire dépasse le seul cadre sportif. Au Sénégal, elle suscite une vive émotion au sein de l'opinion publique où le football occupe une place centrale dans la vie sociale et politique. Les autorités semblent ainsi vouloir répondre à une attente nationale forte en adoptant une posture fermée face à ce qu'elles perçoivent comme une injustice. Par ailleurs, Dakar a exprimé sa solidarité envers les ressortissants sénégalais détenus au Maroc à la suite d'incidents survenus lors de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Le gouvernement assure suivre ces dossiers avec la plus grande attention et affirme œuvrer pour une résolution rapide dans le respect des droits des personnes concernées. Du côté de la CAF, aucune réaction détaillée n'a encore été rendue publique pour répondre aux accusations formulées par Dakar. Toutefois, cette décision pourrait marquer un tournant dans les relations entre l'instance continentale et certaines de ses fédérations membres dans un contexte déjà marqué par des critiques récurrentes sur la transparence et la gouvernance. À plus long terme, cette crise pourrait relancer les appels à une réforme en profondeur des mécanismes de gestion du football africain, notamment en matière de règlement des litiges et de respect des décisions sportives. Il pose également la question de la sécurité juridique des compétitions et de la stabilité des résultats, éléments essentiels à la crédibilité du sport à l'échelle internationale. En attendant d'éventuels recours, l'incertitude demeure totale quant à l'issue de ce bras de fer entre le Sénégal et la CAF. Une chose est sûre, cette affaire pourrait laisser des traces durables dans l'histoire du football africain et redéfinir les rapports de force au sein de ces institutions. Et c'est la fin de ce journal sur Radio Afrique Unie. Merci à vous de l'avoir suivi. Un journal à suivre sur notre chaîne YouTube Afrique Unie Radio Français.